Mes amis, collègues chercheurs de sens, parlons aujourd'hui d'une pratique. Pas d'une destination à atteindre, mais d'une pratique. Un acte quotidien, silencieux, profondément révolutionnaire. Je l'appelle la pratique du sage et du bienveillant. Nous vivons à une époque qui glorifie deux forces opposées, souvent à notre propre détriment. D'un côté, on nous dit d'être impitoyable dans notre quête de clarté. Voyez clair, analysez, optimisez. De l'autre, on nous dit d'être infiniment doux, accueillez, validez, adouchissez. Et nous passons notre vie à osciller entre ces deux pôles, croyant devoir choisir. Mais si le chemin n'était pas un choix, s'il était une union, l'union entre la vision claire et la réponse bienveillante, l'union entre la sagesse et la bonté. Permettez-moi de vous offrir un cadre simple, deux piliers qui soutiennent le toit d'une vie bien vécue. Le premier pilier, voir clair. Le second pilier, répondre avec bienveillance. À première vue, ces deux piliers semblent évidents, mais c'est dans l'espace qui les sépare, l'espace entre ce que nous observons et comment nous agissons, que se forge l'ensemble de notre caractère. Commençons par le premier pilier, voir clair. Voir clair, c'est avoir le courage de regarder la réalité en face sans détourner le regard. C'est la sagesse qui comprend que le déni n'est pas la paix, ce n'est qu'un report de la souffrance. Voir clair, c'est regarder l'état de vos finances, même quand les chiffres sont embarrassants. C'est regarder la santé de votre corps, même quand vous l'avez négligé. C'est regarder les schémas répétitifs dans vos relations, même quand la faute vous incombe en partie. Voir clair exige que nous retirions les trois grands filtres qui déforment notre vision: la peur, l'ego et l'habitude. La peur nous fait voir des menaces qui n'existent pas. L'ego nous fait voir soit un héros, soit une victime, jamais l'être humain complexe que nous sommes véritablement. Et l'habitude nous fait cesser de voir tout à fait, transformant des moments vibrants et vivants en routines ternes et prévisibles. Voir clair, c'est pratiquer la sagesse. C'est dire « je ne me mentirai pas, je vais regarder le désordre, la nuance, la difficulté, et je ne détournerai pas le regard ». Mais c'est ici que beaucoup d'entre nous s'égarent. Nous croyons que voir clair est le bout du chemin. Nous pensons que si nous analysons nos problèmes avec assez de précision, nous les résoudrons. Nous devenons des diagnostiqueurs impitoyables de notre propre vie. Nous disséquons nos échecs, nous catégorisons nos défauts. Nous élaborons des théories complexes sur pourquoi nous sommes tels que nous sommes. Et ce faisant, nous devenons souvent cruels. Pas intentionnellement, mais insidieusement. Cela nous amène au second pilier, répondre avec bienveillance. Car la sagesse sans bienveillance n'est pas vraiment de la sagesse, ce n'est que de l'intellect. Et lorsqu'elle est tournée vers l'intérieur, elle devient une forme de cruauté envers soi-même. Permettez-moi de le répéter et laissez ces mots résonner en vous. La sagesse sans bienveillance est une cruauté envers vous-même. Nous ne traiterions pas un ami de la manière dont nous nous traitons nous-mêmes au nom de l'honnêteté. Imaginez qu'un ami vienne vous voir après avoir commis une erreur. Il a perdu son emploi ou blessé quelqu'un qu'il aime, ou échoué à quelque chose sur lequel il a travaillé dur. Il est assis devant vous, vaincu. Et vous le regardez en disant « Bon, soyons clairs, tu as été paresseux, tu manques des compétences nécessaires, tu as un schéma d'autosabotage. Franchement, tu aurais dû le voir venir. » Vous ne feriez pas cela. Aucun être humain décent ne répondrait à un ami en souffrance par une analyse froide et clinique. Nous savons instinctivement quand un ami souffre, il n'a pas besoin d'un diagnostic, il a besoin d'une présence. Il n'a pas besoin d'un sermon, il a besoin d'une main. Nous lui offrons de la chaleur, nous lui offrons de la patience, nous lui offrons un endroit sûr où se poser. Alors pourquoi, lorsque nous voyons nos propres défauts ou échecs, nous faisons le contraire ? Pourquoi contournons-nous la main de la bienveillance pour aller directement vers le scalpel de l'analyse ? Nous nous disons que nous sommes objectifs, nous nous disons que nous nous tenons responsables. Mais le plus souvent, nous ne faisons que répéter les vieux scénarios de voix du passé. Des voix qui nous ont dit que nous n'étions pas assez bons, que nous devions mériter notre valeur, que les erreurs n'étaient pas des opportunités d'apprentissage, mais des preuves d'indignité. C'est là que la pratique du sage et du bienveillant devient radicale. Elle nous demande d'intégrer les deux. Elle nous demande de tenir la clarté de la sagesse d'une main et la chaleur de la bienveillance de l'autre, et de les rassembler.
Ainsi, quand vous voyez votre propre défaut ou échec, que vous le voyez vraiment avec toute la clarté dont vous êtes capable, ne vous arrêtez pas à l'analyser. Marquez une pause, prenez un instant et accueillez-le avec le même soin que vous offririez à un ami cher qui vient de vous avouer sa chaîne la plus défonce. À quoi cela ressemble-t-il concrètement? Cela ressemble à vous surprendre dans un moment de jugement sévère envers vous-même. Vous avez commis une erreur au travail et la voix intérieure commence « Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Tu es tellement négligent. Tu fais toujours tout échouer. Tout le monde sait que tu es un imposteur. » C'est la voix de la sagesse sans bienveillance. Elle voit clair, oui, vous avez fait une erreur, mais elle répond avec cruauté. La pratique du sage et du bienveillant vous demande d'intervenir. Elle vous demande de poser une main sur votre cœur, littéralement si nécessaire, et de vous dire « Je vois ce qui s'est passé. Je vois l'erreur. Et je vois que tu souffres. Ce moment d'échec ne définit pas ta valeur. De quoi as-tu besoin maintenant? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela sans me détruire moi-même dans le processus ?» Ce n'est pas une esquive, ce n'est pas se laisser trop de liberté. En réalité, c'est la seule manière de véritablement s'engager sur le chemin de la croissance. Parce que lorsque vous répondez à vous-même avec cruauté, vous ne devenez pas meilleur, vous devenez plus petit. Vous devenez sur la défensive, vous vous anesthésiez ou vous vous effondrez. La cruauté ferme les voies de l'apprentissage. La bienveillance, la vraie bienveillance, les ouvre. Pensez-y de cette manière. Si vous prenez soin d'un jardin et que vous voyez qu'une plante ne prospère pas, améliorez-vous sa croissance en lui criant dessus. Analysez-vous ses échecs pour conclure que c'est une mauvaise plante? Non, vous regardez le sol, vous vérifiez l'eau, vous vous assurez qu'elle reçoit la bonne quantité de lumière. Vous répondez à son état avec attention. Vous faites face à la réalité sans condamner l'être. Vous êtes ce jardin. Pratiquer le sage et le bienveillant, c'est devenir le jardinier de votre propre âme. C'est voir clairement où le sol est épuisé, où les mauvaises herbes ont prospéré, où la lumière ne parvient pas. Et c'est répondre avec bienveillance, avec la patience et le soin nécessaires pour ramener ce jardin à la santé. Cette pratique s'étend au-delà de notre relation avec nous-mêmes. Elle devient le fondement de notre manière d'être au monde. Quand nous apprenons à nous voir clairement et à répondre avec bienveillance à nous-mêmes, nous développons la capacité de faire de même pour les autres. Nous cessons de projeter sur eux nos jugements intérieurs non examinés, nous cessons d'exiger qu'ils soient parfaits parce que nous nous sommes réconciliés avec notre propre imperfection. Quand quelqu'un d'autre échoue, quand il nous déçoit, quand il agit à partir de sa propre blessure, nous pouvons tenir les deux piliers. Nous pouvons voir clairement ce qu'il a fait, nous pouvons nommer l'impact. Nous pouvons le tenir responsable, mais nous pouvons aussi répondre avec bienveillance, reconnaissant que son échec n'est pas la totalité de ce qu'il est, tout comme le nôtre n'est pas la totalité de ce que nous sommes. C'est le cœur de la compassion, non pas une gentillesse mièvre qui ignore la réalité, mais une tendresse féroce et lucide qui refuse d'abandonner l'humanité face à la difficulté. Je vous invite donc aujourd'hui à commencer cette pratique. Commencez par les petits moments, quand vous renversez votre café, quand vous oubliez un rendez-vous, quand vous dites une parole de travers. Faites une pause, voyez clairement « j'ai fait cela, c'était une erreur ». Et puis, avant que la vieille habitude de la cruauté ne s'installe, demandez-vous « que dirais-je à un ami qui vient de faire cela ?» Et dites cela à vous-même. Parlez-vous sur le même ton que vous utiliseriez avec quelqu'un que vous aimez. Pas condescendant, pas trop permissif, mais avec bienveillance. Ferme peut-être, mais avec douceur. Encourageant, pas accusateur. Avec le temps, cette pratique remodèle l'architecture de votre avis intérieur. Le critique intérieur sévère ne disparaît pas du jour au lendemain, mais il perd son trône. En sa place, vous construisez un conseil intérieur, une voix à la fois sage et bienveillante. Une voix qui voit clair assez pour vous guider et répond assez de douceur pour vous soutenir. Car voici la vérité. Vous ne pouvez pas réfléchir pour atteindre la paix, vous ne pouvez pas analyser pour vous libérer, et vous ne pouvez pas vous adoucir pour croître. Vous devez marcher sur le chemin du milieu, le chemin de regard clair et du cœur tendre, le chemin de la sagesse tempérée par la bienveillance et de la bienveillance enracinée dans la vérité. Telle est la pratique du sage et du bienveillant. C'est une pratique pour les surchargés, les surmenés, les trop critiques envers eux-mêmes. C'est une pratique pour tous ceux qui ont déjà passé des nuits éveillées à rejouer leurs faiblesses avec une précision impitoyable, se demandant pourquoi la conscience de soi ne leur apportait pas la paix. La réponse n'est pas d'arrêter de voir, la réponse est de commencer à répondre différemment à ce que vous voyez.
Engageons-nous donc. Engageons-nous à voir nos défauts non comme des condamnations, mais comme des données. Engageons-nous à accueillir nos échecs non pas avec un marteau de juge, mais avec une main douce. Devenons des personnes qui tiennent la clarté de la sagesse dans une main et la chaleur de la bienveillance dans l'autre, et les rassemblent dans chaque moment de notre vie. Parce que lorsque nous le faisons pour nous-mêmes, nous devenons libres. Et lorsque nous le faisons pour les autres, nous devenons une source de liberté dans un monde qui en a désespérément besoin. Voyez clair, mes amis, répondez avec bienveillance, et dans le mariage des deux, puissiez-vous trouver la sagesse de vivre pleinement. Merci.